Pour moi, je le dis à l'antenne, il faut être fou pour s'attaquer aux Russes. Il faut être aussi fou pour considérer que dans l'état actuel des choses, on ira vers une victoire de l'Ukraine. La France, et dire la vérité, dire que la France est extrêmement dépendante sur la scène internationale et financière à cause de son endettement. Mais elle n'a peut-être pas, en tout cas au sommet, le courage et la volonté. Elle n'a absolument pas au sommet ni le courage et la volonté. Et il serait grand temps que le gouvernement se secoue et arrête de mentir. Parce qu'il y a eu tellement de mensonges. Et une absence considérable de volonté à affronter les vrais problèmes. C'est là une vérité qui s'applique bien à Macron. Il ne cesse de mentir et je sais que comme moi vous ne supportez plus sa voix. Mais avant de continuer avec Pierre de Gaulle, permettez que je vous rappelle un extrait de son discours devant les ambassadeurs ce 6 janvier 2025, en particulier sur ce qu'il dit sur la Russie et l'Ukraine. Notre autre grand défi sécuritaire et stratégique est bien évidemment la Russie, avec la guerre en Ukraine et au-delà. Là aussi, je le sais, une fatigue parfois se répand. Fatigue du soutien à l'Ukraine, doute qui dissout les bonnes volontés, qui met en cause les montants et le sens de notre aide. Et j'ai vu beaucoup de commentaires ces derniers mois pour dire que l'arrivée du président Trump, ce serait la fin de tout. Des solutions rapides et autres. D'abord, je veux vous dire que, là aussi, nous essayons d'être constants, et cela paye, et que nous nous sommes engagés dans la bataille diplomatique, car rien n'est jamais écrit. La France a eu organisé le premier échange entre le président Trump et le président Zelensky, ici même à Paris, en décembre dernier, qui a permis d'identifier tous les défis de ce qui s'y joue, la réalité du conflit sur le terrain et la nécessité d'apporter des réponses qui prendront sans doute un peu plus de temps qu'il n'était au début anticipé, ce qui est une bonne chose. Mais je veux ici dire pourquoi ce qui se joue en Ukraine est si important. Parce que cela concerne en quelque sorte la sécurité internationale et les intérêts très directs des Européens et des Français. La sécurité internationale d'abord, parce que se joue là un révisionnisme et un impérialisme désinhibés. Si on laisse une puissance internationale revoir les frontières internationalement reconnues sans réaction, et le droit international être foulé aux pieds, et par une fatigue, parce que ça nous coûterait cher, ou parce que ceci, ou parce que cela, accepter en quelque sorte de transiger, bon courage pour la suite. Parce que ça veut dire que simplement la crédibilité de tous sera battue en brèche. Et donc se joue là la crédibilité de l'ordre international et de ses règles. Mais surtout parce que ces dernières années, la Russie a accéléré son agressivité et aussi changé la nature de son agressivité à l'égard des Européens et d'une bonne partie de la planète. Changement radical de son comportement en matière de doctrine nucléaire qu'elle a fortement durci dans la menace portée à ses voisins. Ça n'est pas totalement une nouveauté car nous avions vu ces dernières décennies monter la tension. Elle est maintenant beaucoup plus claire, beaucoup plus explicite. En Arménie, où la Russie, en changeant brutalement d'alliance, a soutenu les actions de l'Azerbaïdjan parce que pour la première fois, elle avait un Premier ministre avec courage qui lui tenait tête. En Géorgie, où elle a de manière évidente déstabilisé le processus électoral et falsifié ce dernier. En Moldavie, où elle a tenté la même chose, échouant. Et je salue le courage et la détermination de la présidente Maia Sandu, mais à nous collectivement d'être vigilants pour les élections législatives qui viennent dans quelques mois. Et je pourrais aussi ici reparler des élections roumaines où la Russie n'a pas été frileuse pour manipuler le processus électoral dans un des pays membres de l'Union européenne. Elle a, à travers ses essais multiples, menacé le sol européen en montrant sa capacité claire à l'atteindre avec des technologies avancées, multiplié les perturbations aussi dans l'espace cyber, et elle a de facto décidé de mondialiser le conflit ukrainien. Il n'y a qu'une puissance escalatoire en Ukraine, c'est la Russie. En associant l'Iran, comme je l'évoquais, pour produire des composantes, en ayant une approche avec beaucoup de composantes chinoises sur des structures duales, et c'est le dialogue exigeant que nous avons avec la Chine, et de facto en impliquant la Corée du Nord dans le conflit. Là aussi, qui eût cru il y a même 5 ans que la Corée du Nord viendrait s'impliquer dans un conflit sur le sol européen? Nous en sommes là et c'est la responsabilité de la Russie. Et donc, en quelques semestres, la nature du conflit a profondément changé et c'est la responsabilité totale de la Russie. C'est pourquoi ce que nous disions ici même en février dernier est sans doute encore plus vrai aujourd'hui. Nous ne pouvons pas, comme Européens,
laisser gagner la Russie en Ukraine. Nous ne le pouvons pas pour l'ordre international, nous ne le pouvons pas pour notre propre sécurité. Et donc la question n'est pas de savoir si ou cela, la question est de savoir comment nous organiser pour en effet tenir dans la durée, permettre aux Ukrainiens de résister, d'être dans les meilleures conditions pour pouvoir négocier une paix durable, c'est-à-dire une paix qui sera voulue, conçue avec les Ukrainiens, et permettre là aussi de trouver les voies et moyens d'encadrer cette menace russe pour nous tous Européens. Là-dessus, n'ayons aucune illusion, et je crois qu'elle apparaît de plus en plus clairement à tous, il n'y aura pas de solution rapide et facile en Ukraine. Le nouveau président américain sait lui-même que les États-Unis n'ont aucune chance de gagner quoi que ce soit si l'Ukraine perd. Et je vais le dire de manière très simple, en quelque sorte, les quelques lignes. Aucune solution ne doit être trouvée en Ukraine sans les Ukrainiens. Aucune solution ne doit être trouvée pour la sécurité en Europe sans les Européens. Aucune solution rapide qui signifierait la capitulation de l'Ukraine ne saurait être bonne pour les Européens et les Américains. Une fois qu'on a ces principes simples en tête, il nous faut nous mettre en capacité, quels que soient les scénarios, d'apporter un soutien durable à l'Ukraine pour pouvoir résister, être dans les meilleures situations pour pouvoir négocier. Et au fond, les États-Unis d'Amérique ont à nous aider pour changer la nature de la situation et convaincre la Russie de venir à la table des négociations. Les Ukrainiens ont à mener des discussions réalistes sur les questions territoriales et eux seuls peuvent les conduire. Et les Européens ont à construire des garanties de sécurité qui seront leur responsabilité au premier rang, car c'est une réalité géographique et géopolitique. Que pensez-vous des récents propos de Macron? Personnellement, je suis outré de constater qu'au lieu de parler de paix et de travailler à mettre fin à cette guerre, il semble plutôt en encourager la poursuite. Soutenir l'Ukraine sur la durée avec l'argent des Français, alors que notre pays traverse l'une des pires crises de son histoire, avec une dette colossale, relève de la folie. Peut-être partagez-vous mon sentiment. Macron donne l'impression d'avoir perdu toute mesure. Avant de poursuivre, une autre question. Que pensez-vous de la rencontre entre Trump et Zelensky à Paris, dont Macron s'attribue tant de gloire? À mon avis, Trump n'aurait pas dû lui accorder cet honneur. D'ailleurs, selon The Hill, Trump semble avoir atténué sa rhétorique sur certaines de ses promesses électorales, car elles se révèlent plus difficiles à réaliser qu'annoncées. Par exemple, il a promis de réduire les prix des denrées alimentaires, mais a récemment admis qu'il ne pouvait pas garantir ce résultat. Quant à la guerre en Ukraine, il avait affirmé pouvoir y mettre fin avant même de devenir officiellement président, mais il reconnaît désormais que ce conflit est encore plus complexe à résoudre que les tensions au Moyen-Orient. Il souligne que cela dépendra principalement de la volonté de compromis entre l'Ukraine et la Fédération de Russie. Qu'en pensez-vous? Macron, Trump, la guerre en Ukraine, ces enjeux méritent réflexion. Partagez votre avis en commentaire, et continuons maintenant avec l'analyse de Pierre de Gaulle. C'est vrai que c'est une année intéressante, qui est à mon avis certainement une année de basculement, puisqu'elle montre à quel point les réalités apparaissent. Vous savez que le général de Gaulle disait que la politique est une affaire de réalité, et que malgré la communication bon ton, la communication uniformément acceptée et la fabrication de consensus, eh bien on arrive aux réalités. Si j'ai souhaité m'exprimer le 14 juin à l'occasion de l'invitation par la Russie à venir pour célébrer la fête nationale, de la Fédération de Russie, voilà, oui. J'ai fait un discours spontané, donc c'était de ma propre initiative, parce que j'ai considéré qu'il était de mon devoir de rétablir certaines vérités face à la crise actuelle, à toutes ses conséquences et tous les mensonges et contre-vérités qui ont été faites, notamment concernant la crise en Ukraine, qui est en fait une guerre et qui est fondamentalement une guerre économique. Tout d'abord, souligner que je suis dans la continuité de la pensée du général de Gaulle, qui avait une connaissance intime et profonde de la Russie et de ses dirigeants, équivalente à aucun autre chef d'État, ni même de son vivant, ni même aujourd'hui, et qui considérait que la Russie et la France étaient liées par une longue histoire et par une communauté d'intérêts et de destin. Et surtout, il l'a toujours considéré. Il l'a toujours considéré, même au moment les plus difficiles de la guerre froide. Et surtout qu'elle était indispensable à la continuité d'un équilibre et à la prospérité et à la paix dans le monde. Je pense qu'il faut voir la Russie comme un État très fort, un État considérable, à la fois par la géographie, par sa richesse, par ses matières premières et la position géographique et géopolitique qu'elle occupe. La Russie est totalement incontournable. Et il faut replacer les choses dans son contexte. À qui profite cette guerre? Juste un mot, Pierre de Gaulle.
On ne peut pas nier que c'est la Russie qui a agressé l'Ukraine, en l'occurrence le 24 février dernier, 2022, non? Oui, c'est la vérité. Mais qu'auriez-vous fait? Qu'auriez-vous fait si, depuis la chute de l'Union soviétique en 1991, on vous avait fait des promesses qui ont constamment été réfutées, qu'on vous avait fait miroiter le fait que jamais l'OTAN ne s'étendrait à l'Est, que on a supprimé les uns après les autres les accords de désarmement, je parle des Américains, et qu'on a cherché à isoler la Russie en reniant la parole donnée qu'on lui avait faite de garder, si vous voulez, une certaine distance, bien militairement. Les accords de Minsk que Angela Merkel vient de dire qu'elle ne les a signés. Alors que pour justement, ça, oui. les accords de Minsk ont été établis pour protéger les populations russophones du Donbass, lesquels, dès 1994, ont fait l'objet d'exactions, de brimades de la part de certains mouvements ultranationalistes ukrainiens. Il y avait véritablement des persécutions et on a signé les accords de Minsk qui étaient entre Ukrainiens, mais garantis par les Français, par les Allemands aussi, avec observance de l'OSCE et des pays limitrophes qui étaient chargés de protéger les populations et d'assurer une stabilité dans la région. Il y a eu ce coup d'État à Maïdansk en 2014, où on a institué un gouvernement donc, que je considère comme soumis à l'OTAN, qui n'a cessé, le gouvernement Poroshenko, oui. Qui n'a cessé depuis lors de vouloir annihiler la culture russe, persécuter les populations et qui a causé quand même entre 16 et 18 000 morts par suite de bombardements et d'exactions. Dans le Donbass. Dans le Donbass. Angela Merkel récemment, alors je ne sais pas comment on peut caractériser cette déclaration, mais dans l'article de Die Zeit du 7 décembre de l'année dernière, a dit que ces accords, elle n'avait jamais eu l'intention de les faire respecter et que c'était un leurre pour permettre à l'Ukraine de s'armer. Ce qu'a confirmé, François Hollande. Ce qu'a confirmé François Hollande, qui est d'ailleurs étrangement resté silencieux sur la question, comme il est resté étrangement lointain et silencieux par rapport au rôle qu'il aurait dû jouer, comme la France est restée extrêmement lointaine et silencieuse par rapport au rôle qu'elle aurait dû jouer en tant que grande puissance internationale, en s'affirmant comme un partenaire crédible de la Russie, ce qu'elle n'est absolument plus aujourd'hui. Et donc, on se retrouve face à une situation de guerre, parce que si l'accord de Minsk avait été appliqué, on n'en serait pas là. Donc, il faut bien rappeler la causalité. On a menti aux Russes de façon effrontée, et la menace était grande pour Poutine de se faire encercler. Alors vous me direz, oui, mais bon, finalement, ça aboutit à l'effet inverse, puisque l'OTAN s'est élargie. Mais l'effet inverse, c'est justement que l'OTAN a été créée pour éviter exactement la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. L'OTAN a été créée pour éviter un conflit nucléaire majeur, et donc il puisse y avoir des accords entre pays limitrophes pour que si jamais le conflit ne s'étende pas et ne débouche pas sur une guerre nucléaire. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir un espace de manœuvre pour un conflit conventionnel avant le déclenchement ultime d'une guerre nucléaire. Oui, donc la Russie se trouve maintenant avec la possibilité d'avoir une arme nucléaire à 5 minutes de Moscou. Il n'y a absolument aucune marge de manœuvre. Ensuite, les États-Unis, à qui profite la guerre, et l'OTAN ont délibérément laissé l'Ukraine s'armer, et de façon outrancière. Arestovitch, futur conseiller de Zelensky en 2019, appelait ouvertement à la guerre. On demandait qu'est-ce qui est meilleur pour son pays, la paix ou la guerre avec la Russie. Il a clairement dit la guerre. Dès 2020, Zelensky appelait à l'arme nucléaire sur son pays. Sachant qu'en plus, il y a des volontés manifestes maintenant de la part de l'OTAN alors vous me direz c'est pas nouveau, mais de renier les accords internationaux, de renier la parole perdue, notamment en Serbie. Est-ce que vous êtes de ceux, Pierre de Gaulle, qui pensaient que à partir du moment où le pacte de Varsovie a disparu, et il a disparu en 91, bien sûr, vu ce qui s'est passé, est-ce que l'OTAN n'avait plus du tout sa place? Est-ce que l'OTAN aurait dû, pour vous, disparaître en même temps que le pacte de Varsovie? Je pense que non, mais l'OTAN aurait dû s'aménager, évoluer par rapport à ce nouvel équilibre, en respectant l'identité des nations et l'intérêt des grandes puissances, dont la Russie. On ne peut pas se passer des Russes. Si vous regardez la position de la Russie sur la carte, on ne peut pas se passer des Russes. C'est un territoire qui est puissant, qui est entièrement autonome et qui est un arbitre entre l'Asie et l'Europe. On parlera tout à l'heure de l'émergence de l'Eurasie. On se fait complètement éjecter de cette opportunité, de ce poids politique, de ce considérable ensemble géographique. Il ne faut quand même pas oublier que par rapport à la politique américaine, les États-Unis ont perdu leur leadership économique
à partir du moment où ils ont supprimé les accords de Bretton Woods, c'est-à-dire d'asseoir le dollar contre l'or, et donc ça a été la porte ouverte à l'endettement. Et ils ont perdu, alors ça c'est lié à la cause du Vietnam, la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam montre aussi que les Américains ont perdu leur leadership militaire. Et donc il s'agit pour eux d'essayer de reconquérir le terrain perdu. Donc face au bloc Asie qui n'auront jamais, puisque le vrai adversaire économique des États-Unis, c'est la Chine. C'est un autre morceau. Alors pardonnez-moi André si je termine mon raisonnement. Je vous en prie. Vous faites un bloc allié entre l'Europe, c'est-à-dire 450 millions de personnes, avec une devise internationale de référence qui s'appelle l'euro, une véritable richesse industrielle, un véritable savoir-faire, un véritable réservoir de connaissances, une cohésion politique. Vous direz, au fond de la Commission européenne, il n'y en a pas vraiment, puisque les affaires récentes, y compris le Covid, ont montré justement qu'il n'y avait aucune cohérence politique. Vous alliez ça avec la Russie, mais vous avez un bloc indestructible qui n'a surtout pas besoin des Américains. Oui, sauf qu'on n'en est pas du tout là, on est même aux antipodes. On va en parler tout de suite, Pierre de Gaulle, après cette petite pause. Toujours et plus que jamais avec Pierre de Gaulle, conseiller en stratégie et finance d'entreprise. Et nous parlons effectivement de ce qui se passe depuis le 24 février dernier dans cette opération spéciale, dans cette guerre Russie-Ukraine, et dont on a un peu parlé de cette géopolitique. Mais votre grand-père général de Gaulle, quand il parlait de l'Atlantique à l'Oural, il disait effectivement nous devons parler d'une Europe de l'Atlantique à l'Oural. Nous en sommes loin aujourd'hui, nous en sommes presque aux antipodes par rapport à, vous dites, ce bloc Eurasie. Mais effectivement, l'impression qu'on a, c'est que c'est un jeu de dupes, c'est-à-dire qu'on ne sait plus qui sont les marionnettes et qui sont les marionnettistes, ou du moins on le sait en partie, mais on a l'impression que cette guerre n'en finit pas, et n'en finit pas en tout cas de sitôt. Quel est votre sentiment là-dessus ? Alors je pense que c'est une grave erreur que de voir les Russes avec des yeux d'occidentaux. C'est ne pas comprendre l'âme russe. Les Russes, c'est un peuple déjà de philosophes, c'est un peuple de musiciens, c'est un peuple de scientifiques, c'est un peuple de conquérants. Et on veut les reléguer au plan de seconde puissance, plus ou moins en voie de développement. Oui, il fait le rustre et le plouk. Le rustre et le plouk, c'est l'image du bolchevique qui a le couteau entre les dents. Ça qui date de 1917, depuis que les bolcheviks à l'époque avaient répudié les emprunts russes. En fait, et ce sont des conquérants. Ce sont des conquérants et ce sont des gens qui sont rudes et qui sont habitués à vivre en autarcie. Alors l'œil occidental voit la guerre comme évidemment c'est une chose épouvantable, on ne va pas revenir sur cette affreuse réalité, mais on a une perspective de court terme. Qui est un petit peu le travers de l'Occident, c'est que tout de suite, il faut passer à autre chose, on est habitué à une satisfaction du court terme, on est... un zapping. Un zapping, exactement, parce qu'on a tout de suite d'autres sources d'informations, d'autres sources de plaisir, d'autres réalités. Et donc, la guerre est une affaire de long terme. Pour moi, je le dis à l'antenne, il faut être fou pour s'attaquer aux Russes. Il faut être aussi fou pour considérer que dans l'état actuel des choses, on ira vers une victoire de l'Ukraine. Ah oui, ce qu'on entend du matin au soir. Ce qu'on entend du matin au soir. La Russie se décompose, Poutine est fou, Poutine est gravement malade. Gagné, oui. Mon Dieu, ça y est, son armée se décompose. Il faut savoir que la Russie est quand même la seule armée à pouvoir mettre en place des missiles hypersoniques à bord d'avions, à bord de bâtiments de guerre. Il y a également récemment, c'était un demi-aveu de la part des Ukrainiens, puisque le chef des renseignements ukrainiens, tout comme le chef d'état-major des armées américains, ont laissé entendre, à ma foi, que l'issue d'une victoire ukrainienne était très très loin d'être évidente. Et récemment, aveu s'il en faut encore un, Zelensky, le 28 décembre, a décidé de donner un mandat au fonds américain BlackRock pour reconstruire son pays. Alors ça veut dire qu'il est déjà passé, il n'est plus dans la guerre, il n'est plus dans la guerre, il est déjà dans la paix qui de toute façon s'imposera nécessairement. C'est la paix aussi que veulent tous les peuples, mais il est déjà à la reconstruction de son pays. Donc on est encore une fois de plus dans les questions d'argent. Et il donne mandat ouvert au premier fonds d'investissement américain pour reconstruire son pays. Qui vaut des trillions de dollars, rappelons-le, BlackRock. On est à peu près entre 8 et 10 000 milliards de dollars, effectivement, sur l'état des marchés, par rapport à un PIB français qui est, je crois, de 2600 ou 2500 milliards. Vous me corrigerez si je me trompe de quelques centaines de millions. C'est donc un poids financier absolument considérable. Et les entreprises européennes et la France courra derrière, si on veut bien leur laisser quelques miettes. Alors, il est vrai qu'il y a des liens entre le président Macron et le fonds d'investissement BlackRock, comme avec certains consultants américains. Je ne doute pas qu'il puisse y trouver sa place. Pour ne pas nommer. Voilà, je ne doute pas qu'il puisse y trouver sa place. Ouais. Mais si vous voulez, l'Ukraine, c'est un pays qui est quand même
qui a été remis en cause plein de fois lorsqu'on a mis en place le drapeau de l'adhésion à l'Europe comme de l'adhésion à l'OTAN. Mais la plupart des pays européens étaient extrêmement réservés sur les capacités de l'Ukraine à tenir ses engagements, à être un partenaire sérieux, crédible, en ce qui concerne une contrepartie européenne. Je précise aussi à l'antenne, si les auditeurs ne le savent peut-être pas, c'est que l'Ukraine a vendu ses terres agricoles à des fonds anglo-saxons. Un tiers des terres agricoles ukrainiennes appartiennent à des fonds anglo-saxons. C'est quand même... Un tiers des terres agricoles, un tiers du total de l'Ukraine. Oui, un tiers des terres agricoles de l'Ukraine. On est dans la surface agricole de l'Italie, à peu près. Donc on est dans un pays qui est quand même largement revendu. Je pense qu'il n'y a pas d'autres termes. Et on est dans une situation où l'Ukraine devient le terrain d'essai de toutes les armes du monde. Zelensky a menti délibérément au peuple ukrainien, en faisant croire que ça serait une guerre facile. Les Américains ont largement menti à Zelensky en lui faisant croire que, avec l'apport de l'aide financière, des armes, des systèmes d'armes, de l'électronique, des satellites, ça serait réglé en quelques semaines et qu'il ne pourrait pas perdre. Qu'est-ce qui en paye le prix ? Ce sont des centaines, des milliers de personnes, voire des millions de personnes d'hommes, de femmes, d'enfants, qui sont exilés, qui subissent des bombardements et qui en sont malheureusement les grands perdants. Alors on m'a posé la question, mais ma foi, les Russes aussi sont les grands perdants de cette guerre. On a dit, ça y est, la Russie va s'effondrer. Nous allons mettre à genoux l'économie russe. Nous allons mettre à genoux l'économie russe. Notre ministre. Et puis petit à petit, on se rend compte que finalement, la récession n'est plus que de 15%, puis de 10%, puis maintenant de 3%, que l'inflation a été réduite également de 3%. Quand vous voyez le cours du rouble contre dollar et contre euro, on est au même niveau qu'il y a 5 ans. Et en plus, la Russie, qui est loin d'être un pays passif, fait de gens arriérés, etc., a complètement réorienté son économie. C'est-à-dire que les chaînes d'approvisionnement se sont déplacées en fonction de contreparties qui sont situées à l'Est, dont l'Arabie Saoudite qui a importé 3 fois plus de pétrole russe alors qu'ils sont les premiers producteurs de pétrole russe, l'Inde évidemment, la Chine évidemment, les Émirats qui achètent un peu plus de pièces d'Airbus et qui les revendent aux Russes. N'imaginez pas que les Russes non plus soient prisonniers des programmes Airbus ou Boeing, puisqu'ils sont capables de produire leurs propres avions. Et ça, ce sont des conséquences. Alors, on nous a raconté beaucoup de mensonges, évidemment, avec une position de la France qui est extrêmement ambiguë. On veut la destruction de la Russie, et puis après, il faut leur apporter des garanties, en faisant croire, même dans cette fameuse rencontre entre Macron et le président Poutine, où on l'a mis à 4 mètres de son interlocuteur, parce que, soi-disant, Poutine avait peur du Covid. Enfin, c'est à peu près n'importe quoi. La longue table, là. La longue table, mais simplement... La longue cuillère. Il faut redonner... Pour assurer un équilibre, une paix, des garanties, et il faut qu'il y ait des interlocuteurs crédibles qui respectent leurs paroles données. On va en parler tout de suite après cette petite pause. Pierre de Gaulle, nous continuons à parler effectivement de la Russie, de l'Ukraine, des États-Unis, mais 2 questions d'abord. Vous dites oui, mais on ne peut pas vaincre la Russie, vous savez, la Russie est trop forte. Je vous posais une question quand même, est-ce qu'on ne disait pas ça en 40, 41 ou 42 de l'Allemagne ? On ne peut pas vaincre l'Allemagne, elle est forte. Est-ce que cette comparaison n'est évidemment pas raison, mais est-ce que c'est une position en disant, est-ce que c'est ça ? Parce que le discours que vous avez aussi bien aux États-Unis qu'en France et en Europe, oui, mais si on arme suffisamment l'Ukraine, si on leur donne, et il y a des instructions, on leur donne les moyens, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas arrêter la Russie dans cette entreprise agressive. Je pense qu'il faut bien avoir conscience des notions de nombre, de temps et d'espace. L'espace de manœuvre, le nombre, le temps et les ressources militaires, sinon financières de la Russie, sont absolument considérables. Ils n'ont pas engagé le 10e de ce qu'ils pourraient engager. Ils n'ont pas engagé le 10e. Alors, Ursula von der Leyen, qui n'est pas un mensonge près ou une contradiction près, mais cette fois-ci, je pense qu'elle a dit quelque chose qui s'approche de la vérité. Je ne veux pas faire des comptabilités dramatiques qui sont épouvantables et faire des spéculations sur les chiffres, mais elle a parlé quand même de pertes extrêmement importantes en Ukraine, avec un nombre de blessés, vous le savez, qui est 3 fois supérieur au nombre de morts. On parle de 400 000 personnes, déjà, qui payent le prix de cet affrontement, encore une fois voulu par les Américains. Je pense que la réalité est bien supérieure. On parlait de l'armée allemande, mais qu'est-ce qui s'est passé à Stalingrad ? Les armées de Staline ont brisé l'armée allemande. Ces commandants ont brisé les chines de l'armée allemande au prix de pertes effroyables.
puisque la bataille de Stalingrad, c'est environ 2 millions de morts. 450 000 environ soldats allemands engagés, dont à peine quelques dizaines de milliers sont revenus entiers en Allemagne, et au prix de pertes effroyables. C'est le rouleau compresseur russe qui a fait son office, qui a écrasé l'armée allemande. C'est certainement, ça a été décisif dans la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, à votre avis, ce rouleau compresseur existe encore et toujours bien évidemment, encore. Bien évidemment, oui. Il existe à la fois dans les effectifs, dans la supériorité technologique, dans la volonté et les moyens qui seront mis en œuvre. Alors, je ne pense pas, je suis même quasiment certain, d'ailleurs ils l'ont répété plusieurs fois, que les Russes ont l'intention d'envahir l'Ukraine. C'est pas du tout leur objectif de s'imposer par rapport à une population qui serait hostile à la Russie. Eux, c'était le Donbass, la Crimée. C'est ça, exactement. Le Donbass et la Crimée. Mais ce pays est devenu malheureusement une plaque tournante de trafic. Ça a toujours été un peu. C'est vraiment une plaque tournante de trafic quand on dit laboratoire. Alors on a parlé de 32 ou 33 laboratoires de recherche biologique et pas tous à des fins civiles mais militaires. On a parlé des terres agricoles. Il y a quand même près de 100 milliards de dollars qui ont été versés à l'Ukraine. Zelensky a licencié tous ses contrôleurs de budget. On dit que moins de la moitié de l'aide qui a été versée arrive véritablement aux Ukrainiens. Et comme je l'ai cité plusieurs fois... Est-ce que c'est, à votre avis, c'est plausible ou c'est les ennemis de l'Ukraine qui disent voilà, c'est le trafic, on dit même que des armes sont revendues au marché noir? Alors je l'ai cité, il y a un catalogue de 1000 pages qui a été publié par le gouvernement ukrainien, catalogue d'armes destiné à la revente sur les marchés internationaux. Donc tout ça va alimenter les guerres, les trafics, les crises et le terrorisme. Je le citais ce matin, je pense que la position d'Israël est extrêmement intelligente. État en guerre, qui connaît bien la stratégie, qui évidemment ne fait pas n'importe quoi. Ils ont toujours refusé une aide militaire à l'Ukraine parce qu'ils n'ont pas envie que les armes qu'ils vendraient se retourneraient contre eux. D'ailleurs, ce que l'on cède à l'Ukraine, ce ne sont pas des armes dans leur état ultime de développement. Oui, ce ne sont pas les armes avec les systèmes d'armes, les capacités, l'évolution les plus avancées. Ce sont des armes à l'obsolescence programmée. Ce sont des armes en obsolescence programmée. D'autre part, pour faire une guerre, et c'est un point extrêmement important, il faut les ressources financières pour y arriver. Je ne pense pas que les États-Unis, malgré le bénéfice qu'ils tirent de cette guerre, en vendant le gaz naturel liquéfié 4 à 7 fois plus cher que dans leur propre pays, aient les moyens de continuer cette guerre par procuration, avec une dette de près de 32 000 milliards de dollars, qu'ils ont de plus en plus de mal à refinancer. Un pays qui est dans un état économique mauvais, avec l'Obamacare qui a été supprimé, donc pas de protection sociale pour ses habitants, avec des infrastructures qui sont dans un état lamentable, à la fois en termes de transport et de réseau électrique, qui a raccroché récemment un plan pour lutter contre le gaz carbone dans ce propre pays. Mais contrairement à ce qu'on fait nous en Europe, c'est-à-dire qu'il y a une directive européenne qui s'impose aux États membres et qui oblige à avoir 37% d'énergie renouvelable en 2030, eh bien eux, ce sont des incitations fiscales, ce sont des possibilités économiques qui sont données à leurs entreprises pour arriver à cet objectif. Mais alors justement, vous parlez des États-Unis et puisque c'est vrai que ce sont eux qui ont l'initiative, enfin qui ont une initiative, mais vous savez très bien, Pierre de Gaulle, qu'il y avait ce plan Brzezinski qui consistait à démembrer la Russie. Est-ce qu'ils sont encore, c'était au temps du RSS déjà, la Sibérie étant ce qu'elle est avec ses trésors du sous-sol et ailleurs. Est-ce que vous pensez que derrière cela, il y a une partie du pouvoir américain, il y a une partie qui pense encore au démembrement de la Russie et ils disent voilà, faudrait y arriver d'une manière ou d'une autre? Bien entendu. Le RAND Corporation est un think tank qui a été créé en 1948 comme organe de réflexion, d'idées pour proposer des solutions au département de défense américain. Et dès cette période, le but a été très clairement de démembrer la Russie et de faire en sorte surtout que la Russie puisse s'émanciper et de devenir autonome selon un modèle qui serait différent des Américains. Encore une fois, allié à l'Europe, la Russie serait une puissance considérable et surtout l'ensemble de ce continent de l'Atlantique à l'Oural serait totalement autonome et n'aurait absolument pas besoin... Vous l'appelez de vos voeux, personnellement? Moi, je le souhaite, qu'il y ait des alliances qui soient raisonnées, construites, avec le respect évidemment de l'identité et des politiques entre États, mais qui puissent se construire une coopération d'abord une reprise du dialogue et puis une entente et une coopération avec la Russie. Je vais vous citer un exemple. La Station spatiale européenne. Oui.
La Russie représente à peu près 25% de la masse par son module autonome russe, il y a un module russe et un module américain, de la station spatiale américaine. On a appelé au secours les Russes pour aller chercher les 3 spationautes bloqués dans un des modules parce qu'il y avait une fuite de carburant suite à une micrométéorite qui avait percé la coque. Eh bien, on est heureusement dans un système où on va un peu plus loin que les basses considérations d'équilibre de la planète, où il y a une coopération entre États. C'est une démonstration éclatante qu'on ne peut pas se passer des Russes, ni de leur technologie, et que les pays peuvent s'entendre. Moi, j'appelle fondamentalement à la paix, j'appelle fondamentalement à ce qui permet de faire la paix, c'est-à-dire un dialogue, c'est-à-dire des relations culturelles, et c'est-à-dire aussi des relations économiques. Donc vous avez été assez choqué par le fait de voir en Europe des artistes russes, des musiciens, des chanteurs, voir Dostoïevski déclaré persona non grata à Milan dans une université. Enfin, tout ça, je suppose, vous a... Ce qui m'a choqué, c'est que l'on condamne le russe, simplement parce qu'il est russe. On condamne la nation russe, on condamne l'ensemble du peuple russe pour des considérations politiques, qu'on prive le russe de son droit de propriété alors qu'il est simplement russe. Ça me rappelle quand même l'époque de Vichy, où on spoliait la propriété d'une population qui était absolument pas responsable et qu'on spolie la propriété des Juifs. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et qu'on discrimine des artistes, qu'on discrimine des sportifs sur le simple fait qu'ils sont russes, oui, ça m'a choqué. Je ne vois pas pourquoi. C'est contraire au droit international, c'est contraire au respect de l'intégrité des nations. Mais ça va aussi dans la volonté américaine d'imposer son modèle. Bon nombre de pays le refusent. On dit la Russie est isolée, mais 2 tiers de la population mondiale soutient la Russie. En tout cas, se sont abstenus dans le vote de l'ONU, on l'a vu. Ça. Se sont abstenus, mais ont clairement indiqué qu'ils poursuivraient une coopération économique et militaire dont la Chine. L'Inde, c'est la même chose, même si elle est plus discrète. L'Arabie Saoudite est en train de s'émanciper de la tutelle américaine. Donc il y a un basculement du monde de ce point de vue-là. C'est ce que je voulais vous dire. C'est ça. On assiste à un basculement du monde, un déplacement des centres d'intérêt économique, des centres d'intérêt politique et d'influence à l'Est, dont la Russie sera l'arbitre. On parle de l'Eurasie, carrément, oui. Bien entendu. Regardez la position géographique. Regardez la position qu'elle a sur les matières premières. On parle pas seulement de l'agroalimentaire, on parle des matières premières industrielles. Le nickel et tout le reste. Oui, mais il y a beaucoup d'hypocrisie dans les sanctions, énormément d'hypocrisie. À ce moment-là, arrêtons d'acheter de l'uranium russe. La Russie fournit 17% de l'uranium aux centrales nucléaires américaines. Arrêtons de demander aux Russes de fournir des aimants pour les centrales nucléaires de nouvelle génération. Arrêtons la station spatiale européenne. Arrêtons d'acheter du pétrole russe à travers les terminaux, ce qui se fait le pipeline, et bien entendu. Parce qu'il suffit que le pétrole russe soit mélangé et raffiné dans un autre endroit et soit mélangé avec un autre pétrole à 15 ou 20%, automatiquement, ça devient un pétrole qui a une autre domination et qu'on peut librement acheter ou vendre sur les marchés. Et le couronnement du couronnement, c'est le gaz de schiste, absolument interdit, non seulement d'exploitation, mais même de repérage en France, et on l'achète très fort aux États-Unis. Alors on l'achète dans le silence assourdissant des écologistes. Dans le silence assourdissant des écologistes, il y a une réalité effectivement sur le CO2, sur les ressources de la planète. Oui. Mais il faut quand même être dans le pratique. Il faut quand même être concret. Il faut quand même être pratique. Les Américains effectivement vendent leur gaz naturel liquéfié et leur gaz de schiste 4 à 7 fois plus cher qu'ils le vendent à leurs propres habitants dans leur propre pays. Où on dit, ah ça y est, alors nous, en France, on agite le drapeau de la transition écologique en disant c'est génial, on a la solution. Très bien, mais les programmes, les problèmes qui sont liés au parc nucléaire français, mon grand-père s'est attaché à bâtir, à mettre toute son énergie pour faire une France forte, qui est une voix puissante sur la scène internationale. Mesmer et compagnie, oui. Exactement. Et assurer l'indépendance de la France d'un point de vue, je dirais, stratégique que civil avec le nucléaire. Ils ont détruit l'œuvre de mon grand-père. Où est la France que mon grand-père a essayé de bâtir? Où est cette France forte, indépendante, stratégiquement, civilement, avec ses grands programmes? Où est la France crédible avec sa voix qui portait sur la scène internationale? Où est la France en tant que véritable contrepartie qui peut offrir des garanties dans le cadre de conflits comme celui qui nous occupe?